Les chroniques de l'horloge. Vous connaissez probablement cette série animée pour enfants, Les Chroniques de l'horloge, qui a explosé en popularité depuis 2018. Qu'on apprécie ou non son succès est indéniable. 6 enfants voyageurs temporels qui explorent l'histoire grâce à une mystérieuse horloge magique, un concept simple mais efficace. Mais avez-vous déjà ressenti ce malaise inexplicable en le regardant? Cette impression que quelque chose ne va pas derrière ces couleurs vives et ces aventures palpitantes? J'ai longtemps ignoré cette sensation, jusqu'à ce que je tombe sur un article lors de recherches pour mon mémoire d'histoire locale. Un article presque effacé des archives numériques, que j'ai retrouvé uniquement dans une vieille collection de journaux papier. Le 22 octobre 1998, 6 enfants ont disparu lors d'une visite scolaire au musée de l'horlogerie de Sainte-Ville. Disparus sans laisser de traces, évaporés. Le guide, ce jour-là, Thomas Gall. Oui, le même homme qui 20 ans plus tard créerait les chroniques de l'horloge. J'ai d'abord cru à une coïncidence morbide. Puis, j'ai retrouvé le dossier d'enquête, caché dans les archives de la préfecture. 6 dossiers, 6 photos, 6 visages qui m'ont glacé le sang. Martin Dufresne, 11 ans. Un garçon passionné d'exploration et d'aventure que ses parents surprotégeaient depuis qu'il avait été kidnappé à l'âge de 5 ans. Les ravisseurs l'avaient retenu pendant 3 jours dans une cave avant de le relâcher, traumatisé et couvert d'étranges symboles gravés au couteau sur son dos. Ces symboles, je les ai reconnus immédiatement, les mêmes que ceux qui apparaissaient sur l'horloge magique dans la série. Dans la série, Max, l'aventurier courageux, porte toujours une veste qui ne quitte jamais son dos, même dans les climats les plus chauds. Dans l'épisode 17, quand en bref instant il montre son dos nu, des marques similaires sont visibles pendant une fraction de seconde avant que la scène soit coupée. Élise Mercier, 10 ans, prodige des mathématiques dont les parents étaient des scientifiques spécialisés en physique théorique. Après un accident de laboratoire qui a coûté la vie à ses enfants, Élise a développé une obsession pour les équations temporelles et les anomalies quantiques. Son journal intime retrouvé après sa disparition contenait des équations bien trop complexes pour une enfant de son âge. Des équations qui, selon les experts consultés par la police, décrivaient théoriquement la possibilité de voyager dans le temps. Dans la série, Emma résout constamment des problèmes mathématiques complexes sur un tableau transparent, équations que j'ai fait analyser par un professeur de physique. Ce sont les mêmes que celles du journal d'Élise. Hugo Lambert, 12 ans. Génie de la mécanique diagnostiqué avec des troubles psychotiques, après avoir affirmé qu'une horloge lui parlait, ses parents l'avaient soumis à des traitements expérimentaux dans une clinique privée pendant 2 ans avant sa disparition. Les médecins notaient dans son dossier qu'il dessinait compulsivement des mécanismes d'horlogerie impossiblement complexes et qu'il se mutilait en gravant des rouages sur ses avant-bras. Dans la série, Henri porte toujours des manches longues, sauf dans l'épisode 23 où, fiévreux dans un délire, il révèle des cicatrices en forme d'engrenage parfaitement circulaires. Louise Petit, 10 ans, artiste prodige dont les parents sont morts dans un incendie criminel, les enquêteurs ont découvert que Louise avait dessiné l'incendie en détail 3 jours avant qu'il ne se produise. Placée en famille d'accueil, elle continue à produire des dessins perturbants, montrant des enfants dans différentes périodes historiques, souvent dans des situations de danger mortel. Sa famille d'accueil a signalé des comportements inquiétants. Elle se réveillait parfois en hurlant, qu'elle les voyait mourir encore et encore à travers l'histoire. Dans la série, Léa dessine constamment dans son journal magique qui prédit les dangers que le groupe va rencontrer. Dans chaque dessin prémonitoire, un détail macabre. Une petite flaque de sang dans un coin de la page, toujours au même endroit. Thomas Dubois, 11 ans, athlète exceptionnel dont les performances surhumaines avaient attiré l'attention de chercheurs en génétique, des tests avaient révélé une anomalie génétique unique, conférant une force et une endurance bien supérieures à la normale.
Son père, scientifique militaire, avait refusé de dire sur quoi il travaillait, mais des documents confidentiels suggérèrent des expériences sur l'optimisation du corps humain pour résister à des conditions temporelles extrêmes. Thomas souffrait de crises convulsives pendant lesquelles il parlait de sauts et décrivait des événements historiques avec une précision troublante. Dans la série, Théo utilise sa force surhumaine pour sauver le groupe, mais souffre régulièrement de convulsions temporelles qui le laissent saignant du nez et des oreilles. Camille Fontaine, 12 ans, passionnée d'histoire dont les parents étaient archéologues, disparue lors d'une expédition en Égypte 3 ans avant elle, la police a découvert dans sa chambre des centaines de pages couvertes d'une langue inconnue que même les linguistes n'ont pu identifier. Le seul mot déchiffré était Chronos, répété obsessionnellement. Après la disparition de ses parents, Camille avait commencé à affirmer qu'ils n'étaient pas morts mais perdus dans le temps, et qu'elle devait les retrouver. Dans les semaines précédant sa disparition, ses professeurs avaient noté un changement radical. Elle récitait des faits historiques que même les spécialistes ignoraient, prédisait des découvertes archéologiques et saignait spontanément du nez en classe. Dans la série, Clara guide le groupe à travers l'histoire avec une connaissance impossible des détails les plus obscurs, et dans chaque épisode, elle cherche discrètement 2 adultes qu'on aperçoit furtivement dans la foule. Ce qui m'a vraiment fait basculer dans l'horreur, ce sont les preuves que j'ai découvertes par la suite. En fouillant dans les archives photographiques de la Bibliothèque nationale, j'ai découvert une photographie de 1923 montrant une exécution publique en Russie. Dans la foule, un garçon identique à Martin fixe l'objectif avec terreur, son dos partiellement dénudé, révélant les mêmes marques rituelles. Un expert en photographie a confirmé que l'image n'était pas truquée. Un journal intime datant de 1889, appartenant à un médecin fou interné dans un asile de Charenton, décrit sa rencontre avec une enfant démon, qui lui aurait dicté des équations permettant de briser les chaînes du temps. Le portrait qu'il en fait correspond trait pour trait à Élise. Les dernières pages du journal sont tachées de sang. Le médecin expliquant avoir tenté de libérer le démon de sa chair mortelle par une vivisection avant que l'enfant ne s'évapore dans l'air. Un film d'archives militaires, déclassifié de 1942, montre l'interrogatoire d'un jeune garçon ressemblant exactement à Hugo, capturé près d'une base allemande. L'interrogatoire tourne au cauchemar quand l'enfant se met à saigner des yeux en décrivant l'horloge qui dévore le temps. Les officiers, terrifiés, tirent sur l'enfant qui disparaît au moment où les balles l'atteignent, laissant uniquement une flaque de sang qui, selon le rapport, s'est évaporée en quelques minutes. Un manuscrit médiéval de 1432 découvert récemment contient des illustrations d'une sorcière enfant condamnée au bûcher pour vision démoniaque. Les dessins attribués à cet enfant identique à Louise montrent avec une précision impossible des événements qui se produiront des siècles plus tard, y compris des détails de la Révolution française et des 2 guerres mondiales. Le manuscrit indique que l'enfant a disparu du bûcher dans un éclair de lumière bleue, laissant les villageois terrifiés. Des hiéroglyphes, découverts dans une tombe égyptienne, inexplorée, montrent un demi-dieu enfant à la force monstrueuse, ressemblant à Thomas. Les textes décrivent comme cet être surgit de nulle part pour sauver un prince d'un effondrement avant de disparaître, laissant derrière lui des flaques de sang qui bouillonnaient comme de l'eau sur le feu. Une vidéo amateur filmée lors des émeutes de Berlin-Est, en 1953, montre brièvement une jeune fille identique à Camille, couverte de sang, hurlant en allemand médiéval, langue morte depuis des siècles, avant de s'effondrer, convulsant violemment. Lorsque des passants tentent de l'aider, elle disparaît sous leurs yeux. Chacune de ces apparitions correspond exactement aux périodes explorées dans la série. Mais ce qui m'a vraiment fait perdre le sommeil, c'est la série de décès mystérieux qui ont suivi mes découvertes. Le bibliothécaire, qui m'avait aidé à trouver l'article original, suicide par pendaison, une horloge dessinée avec son sang sur le mur. L'expert en photographie,
Retrouvé noyé dans son laboratoire, les poumons remplis d'un liquide inconnu qui, selon le rapport d'une autopsie, ressemblait à du mercure mais s'est évaporé avant l'analyse. L'archiviste, qui m'avait donné accès au dossier d'enquête, disparu, laissant uniquement une mare de sang dans son bureau et des griffonnages frénétiques sur les murs. Ils sont piégés entre les secondes. J'ai commencé à remarquer des silhouettes enfantines dans les reflets des vitres, des chuchotements dans le tic-tac des horloges, des rêves où 6 enfants me fixaient en silence, du sang coulant de leurs yeux. Désespéré, j'ai décidé de confronter Thomas Verlaine directement. Après des semaines de tentatives, j'ai reçu une invitation à visiter les studios d'animation. Ce que j'y ai découvert dépasse l'entendement. Son bureau ressemblait à un sanctuaire macabre. 6 petits hôtels, chacun dédié à l'un des enfants disparus. Des photographies, des objets personnels, des échantillons de sang séchés dans des fioles étiquetées. Au centre de la pièce trônait une imposante horloge de parquet, identique à celle de la série, mais couverte d'inscriptions sanglantes et entourée d'un cercle de sel et de fer. Verlaine était méconnaissable, émacié et vieilli prématurément. Sans préambule, il m'a raconté l'horrible vérité. Ce n'était qu'une vieille horloge, rien de plus. Je leur ai expliqué son mécanisme quand ils l'ont touché simultanément. Il y a eu ce bruit, comme des millions de mouches. Puis une lumière bleue aveuglante. Quand j'ai pu voir à nouveau, il n'était plus là. Juste 6 petites flaques de sang qui se sont évaporées en quelques secondes. Verlaine m'a expliqué que l'horloge était en réalité un artefact ancien mentionné dans des textes occultes comme la porte de Chronos. Une relique capable de projeter des âmes à travers le temps mais incapable de leur offrir un ancrage stable. Ils sont piégés dans une boucle temporelle, condamnés à revivre des morts horribles à travers l'histoire. J'ai créé la série pour essayer de les contacter, de leur donner des indices pour qu'ils comprennent comment briser le cycle. Chaque épisode contient des codes, des formules, des instructions cachées. Il m'a montré des centaines d'heures, des rushs non utilisés, des séquences cauchemardesques qui n'ont jamais été diffusées. Des versions alternatives des personnages, couverts de sang, suppliant les spectateurs de ne pas toucher l'horloge. Des scènes entières montrant leurs morts atroces dans différentes époques encore et encore. La prochaine saison sera la dernière, m'a dit Verlaine, un sourire dément aux lèvres. J'ai compris comment les ramener. Ils doivent tous mourir exactement de la même manière, au même moment, dans 6 époques différentes. Le paradoxe temporel créera une fissure suffisamment grande pour qu'ils s'échappent. C'est là que j'ai remarqué les photos sur son écran d'ordinateur. 6 enfants différents actuellement en vie. Des enfants qui, selon les documents éparpillés sur son bureau, avaient gagné un concours pour visiter les studios d'animation. 6 enfants qui ressemblaient étrangement aux personnages de la série, aux enfants disparus. Histoire, présent et futur sont une illusion, murmura Verlaine en ouvrant un tiroir dont il sortit un revolver. Ils ont besoin de vaisseaux pour revenir. 6 corps, 6 âmes condamnées, une horloge pour les unir. J'ai tenté de fuir, mais Verlaine a bondi avec une agilité impossible pour son âge, bloquant la porte. Personne ne part, a-t-il sifflé d'une voix qui semblait dédoublée, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers lui. Ils ont besoin d'un 6e vaisseau. Tu nous as trouvés pour une raison. Ses yeux, injectés de sang, ne clignaient plus. Dans sa main libre, un scalpel rouillé luisait faiblement. J'ai renversé une étagère entre nous, gagnant quelques précieuses secondes. L'horloge s'est mise à sonner, un son assourdissant, métallique, bien trop puissant pour un mécanisme de cette taille. Chaque coup résonnait dans mes os, me donnant la nausée. J'ai couru vers la fenêtre, mais elle était scellée. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu non pas Verlaine, mais 6 silhouettes enfantines qui me poursuivaient, leurs yeux vides laissant couler des larmes de sang. Paniqué, j'ai saisi une chaise, brisé la fenêtre. Des éclats de verre m'ont entaillé profondément le bras gauche. Je me suis hissé sur leur bord, 2 étages de hauteur. Verlaine m'a agrippé la jambe, enfonçant ses ongles jusqu'au sang à travers mon pantalon. « Ils te trouveront au Gutiael !» a-t-il hurlé, tandis que je lui donnais un violent coup de pied au visage. J'ai sauté sur l'auvent du premier étage, ma cheville se tordant douloureusement à l'impact, mon dos devint douloureux.
Derrière moi, Verlaine se penchait par la fenêtre brisée, son visage déformé par un rictus inhumain, du sang coulant entre ses dents. Je me suis laissé tomber sur le sol et j'ai couru comme jamais, boitant, saignant, mon cœur menaçant d'exploser dans ma poitrine. Dans chaque reflet des vitrines que je dépassais, je voyais non pas mon image, mais celle d'enfants courant à mes côtés, leurs visages figés dans des expressions de douleur. J'ai contacté la police depuis une cabine téléphonique, mes doigts tremblants, laissant des traces sanglantes sur le combiné. Et quand ils sont arrivés au studio quelques heures plus tard, tout avait disparu. Verlaine, l'horloge, les hôtels, les preuves. La fenêtre que j'avais brisée était intacte, comme si rien n'avait jamais existé. La 7e saison des Chroniques de l'horloge commence dans 3 jours. Les bandes annonces montrent les 6 héros qui se retrouvent confrontés à leur plus grand défi, sauver 6 enfants perdus dans le présent. Hier, j'ai reçu un colis sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une montre de poche ancienne et 6 petites fioles de sang. La montre ne fonctionne pas correctement, les aiguilles tournent parfois à l'envers, parfois à une vitesse impossible. Quand je la tiens, j'entends des chuchotements d'enfants. Ce matin, j'ai remarqué une tache de sang sur mon oreiller. Mon nez saignait, pendant mon sommeil. Dans mon rêve, 6 enfants me fixaient en silence, debout autour de mon lit. L'un d'eux a murmuré « Aide-nous à revenir ». Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux plus dormir. Les horloges me semblent toutes déréglées. Je vois des enfants du coin de l'œil qui disparaissent quand je me retourne. La saison finale sera diffusée le 22 octobre 2025, exactement 27 ans après leur disparition. Si vous regardez cette série avec vos enfants, je vous en supplie, faites attention aux détails cachés dans les images, aux messages subliminaux, aux instructions pour construire quelque chose qui ressemble à une horloge. Et surtout, si votre enfant vous parle d'une voix qui sort de l'écran et lui demande de toucher l'horloge en même temps que les autres, éteignez immédiatement. Je crois qu'il cherche de nouveaux corps, de nouveaux vaisseaux, 6 enfants pour remplacer ceux qui sont perdus, et je crains d'être devenu une partie de leur plan sans même m'en rendre compte. L'horloge sur mon bureau vient de s'arrêter, j'entends des pas d'enfants dans le couloir. Je dois partir maintenant.